nous sommes particulièrement dans un contexte de changement climatique, ce qui fait une métamorphose de ces risques qui ne sont pas stables. Évidemment, les risques climatiques encourus en Tunisie ne sont pas très étranges pour vous, parce que ce sont des risques partagés avec le reste du monde méditerranéen. Mais ce qui est plus spécifique à la Tunisie, c'est la spatialité de ces risques, hein, par rapport à un petit pays dont la superficie ne dépasse pas les 164 000 km², on va voir ça. Et la Tunisie, malgré sa petitesse, sa petite superficie, elle représente une mosaïque de milieux naturels. Et on a un gradient très rapide, hein, de nord au sud, on a environ 600 km, et on passe rapidement d'un milieu subhumide à l'extrême nord à un milieu purement saharien dans le sud. Et du littoral vers l'intérieur, la profondeur maximale, c'est environ 300 km. Donc c'est un pays particulièrement maritimisé, et c'est pour cela que j'ai dit que c'est une mosaïque d'environnement, mosaïque de milieu, et cela fait, donc, on a une diversité de risques. Également, la question de la temporalité des risques. Les risques qui surviennent en une saison donnée n'ont pas la même ampleur que lorsqu'elles surviennent à une autre saison. Je parle là, je vise en particulier la saison chaude et sèche. On y reviendra et on va voir que, par exemple, la chaleur, quand elle survient au-delà de la saison estivale purement astronomique, donc elle a une ampleur parce qu'il y a l'effet surprise et il y a l'effet de l'adaptation, donc la population n'est pas adaptée. Donc c'est ça ce que je veux dire par la temporalité. Également l'ampleur de ces risques. On va voir que l'intensité de ces risques, elle prend des dimensions que probablement vous ne connaissez pas, et c'est pour cela qu'on a besoin de relativiser la perception de ces risques en fonction de chaque type de milieu. Et évidemment, n'oublions pas qu'on parle du climat, on parle d'un environnement, également on parle d'une société qui subit ces risques et qui est appelée à exprimer ses aptitudes d'adaptation et ses aptitudes de résilience. Là, je vous donne rapidement une petite carte de la Tunisie. Donc, la Tunisie, c'est un petit pays qui se trouve donc au sud de la Méditerranée. Hein. Comme vous pouvez le voir, donc la Tunisie, elle est cantonnée au sud par le Sahara. Donc, au nord, on a la Méditerranée également à l'est. Donc, c'est un pays très maritimisé. Et par sa position en latitude, la Tunisie se trouve par excellence en milieu subtropical, c'est-à-dire qui subit parfois les effets de la zone tempérée, les effets froids, et tantôt elle subit les effets de la zone tropicale qui arrive par le Sahara. Et comme vous le savez bien, ce sont des influences particulièrement chaudes et desséchantes. Donc, cela fait que les ambiances, ou bien les types d'environnement qu'on observe dans le nord, parce qu'il y a également l'effet de la topographie. Dans le nord, nous avons deux chaînes de montagnes, la chaîne thélienne et la chaîne atlasique. Donc, dans le nord, les milieux tendent un peu vers l'humidité, mais ça reste toujours dans le semi-aride. Mais plus au sud, surtout après la chaîne de la dorsale, on passe directement au semi-aride inférieur et on passe par la suite au domaine particulièrement aride. Et là, nous avons le domaine saharien, et je préfère personnellement le concept de saharien plutôt que de désertique. Parce que quand on dit désertique, c'est-à-dire le désert, c'est le vide. Mais ceux qui ont eu l'occasion, ou bien qui peuvent se documenter sur le Sahara, c'est un milieu particulièrement vivant, où il y a de la vie, il y a de l'humidité, il y a tout. Donc, l'approche
Sahara et désert n'est pas la même. Et les risques combinés au milieu saharien et tunisien ne sont pas les mêmes qu'on trouve au milieu désertique où on a le grand delta. Le grand delta, que ce soit le grand delta oriental ou occidental, c'est-à-dire une étendue de sable où il n'y a pas de vie. Par contre, le Sahara tunisien est particulièrement un Sahara vivant. Donc, ce sont les spécificités qui font que la vulnérabilité de ce milieu, elle est spécifique pour chaque type d'environnement, du nord vers le sud. Là, ce sont des figures pour vous montrer que l'effet de la mer, il dépend parce que la Tunisie donc, subit une multitude d'influences. Tantôt les influences viennent du nord-ouest, viennent du nord, viennent du nord-est, ou viennent de l'est. Donc l'influence maritime elle-même, son ampleur, son intensité varie en fonction des types de flux qui y arrivent. Dans cet exposé, donc, on va évoquer l'effet. Hein. Le climat représente-t-il vraiment un risque dans son contexte actuel et dans le contexte de changement climatique? Quels sont les effets, quels sont les risques encourus dans ce contexte? Également, cela, on va le voir en rapport avec la vulnérabilité des ressources naturelles. On va focaliser essentiellement sur les ressources hydriques, en cascade avec leurs répercussions sur l'agriculture, sur les ressources en eau disponibles pour les autres activités, et également quelles seraient les pistes d'adaptation, comment la Tunisie fait face à ce genre, à ces risques-là, avec des milieux qui ne sont pas, avec des moyens plutôt, des moyens qui ne sont pas toujours adaptés à l'intensité de ces risques-là. Donc, rapidement, donc, on va évoquer, pour récapituler ça, on va voir d'abord les risques liés à l'eau. Hein. La Tunisie est un pays où les ressources sont limitées. Ces ressources sont également largement entamées, mais qui risquent d'être exacerbées davantage dans un contexte de changement climatique. Et là, pour l'eau, on va voir que la double facette de la question de l'eau, la Tunisie est un pays qui lutte en même temps pour avoir l'eau et qui lutte également contre l'eau. Parce que tantôt, nous avons des excès d'eau qui provoquent des inondations et tantôt, nous avons des excès de sécheresse, parfois assez prolongés, qui font que la société bataille, lutte, s'acharne pour avoir cette eau, pour avoir l'eau. Également, ensuite, on va évoquer les risques liés à la température. La Tunisie est réputée pour sa douceur hivernale, mais aussi pour sa chaleur estivale. On va revenir là sur la perception de la chaleur et on va voir ce qui est spécifique. Mais également, la Tunisie, c'est un pays qui connaît de temps en temps des paroxysmes de froid aussi. Et on va voir que tous deux influencent sur le comportement et le bien-être de la population locale. Non seulement le bien-être, mais parfois même la sécurité des humains. Et on va voir par l'occasion d'autres risques, y compris les vents forts, les tornades, etc. Et on va voir également, je ne vais pas mentionner dans le plan, les risques liés au littoral. La Tunisie, on ne peut pas parler du contexte de risque en Tunisie sans évoquer le littoral qui est une composante primordiale. Pour les risques liés à l'eau, comme je viens de le dire, la Tunisie est un pays où les ressources en eau sont limitées, sont largement entamées avec un risque d'exacerbation dans ce contexte, malheureusement, de changement climatique. Pour l'eau, comme je dis là, donc, il y a une lutte constante pour l'eau, et comme vous le savez bien, l'eau, on a deux types de ressources hydriques. On a les ressources renouvelables, qui sont d'origine climatique, et ce sont ces ressources-là qui peuvent garantir le développement durable, et ces ressources-là ont leurs propres risques, mais également, on a les ressources en eau fossiles qui ne se renouvellent pas, qui, une fois entamées, donc n'ont pas de chance de se régénérer, au moins dans quelques millions d'années. C'est pour cela que
la thématique de ces ressources en eau en Tunisie, elle était complexe. Et comme vous savez bien, vous savez tous que le fondement de tout développement économique, social, autre, c'est l'eau. La Tunisie est un pays qui n'a pas de ressources halogènes, à l'instar de l'Égypte, par exemple, qui a le Nil, ou bien d'autres pays qui ont des ressources qui peuvent venir de loin. Donc la Tunisie, elle est obligée de faire avec ce qu'elle a, hein, ce dont la nature lui offre. C'est pour cela que le stress de l'eau, il est ressenti dans toutes les composantes de l'économie et de la société. Théoriquement, les précipitations continentales, la Tunisie reçoit environ 36 km de précipitations par an, à supposer que le climat pluviométrique est stable et que la pluviométrie est dans les normes moyennes, ce qui n'est pas le cas depuis quelques années. Mais partons de cette théorie, de cette partie théorique, de cette valeur théorique, donc une bonne part de ces eaux, nous sommes dans un contexte climatique chaud, donc une bonne part est perdue par évapotranspiration, hein, soit directement du sol, soit par les forêts, les parcours, etc. Une bonne part par l'évaporation, mais ce qui reste, ce qui peut être mobilisé, ou bien qu'on qualifie de ressources mobilisables, ce n'est que l'eau qui ruisselle, qui fait 2,7 milliards de mètres cubes, ou bien l'eau qui s'infiltre dans le sol et qui permet de recharger les nappes et qui est exploitée indirectement. Donc, théoriquement, hein, pour simplifier, ce qui est exploitable dans l'immédiat, ce n'est que cette partie-là. Donc, imaginez sur 36 km3, il y a 36 milliards de mètres cubes, donc on n'a que 2,7 millions de mètres cubes qui sont mobilisables. Ce potentiel d'eau qui ruisselle, on le qualifie d'eau bleue, hein, parce que c'est l'eau directement utilisable, et ce qui, si on combine les eaux de ruissellement et les eaux de recharge, donc on a 4,8 milliards. Et pourquoi j'ai évoqué le concept d'eau bleue? Parce que cette eau bleue s'oppose à un autre concept, c'est l'eau verte. L'eau verte, c'est-à-dire l'eau qui est indirectement disponible, qui est disponible à travers l'agriculture pluviale, à travers la végétation, et cette eau, comme on va le voir tout à l'heure, ça pose un problème. La Tunisie est un pays, un grand exportateur de produits agricoles, que ce soit l'huile d'olive, que ce soit les légumes, les fruits, etc. C'est-à-dire que, indirectement, implicitement, la Tunisie, qui est un pays déficitaire en eau, elle exporte l'eau verte, et actuellement, il y a tout un débat, toute une stratégie en train d'être refondue au niveau du ministère de l'Agriculture pour revoir cette stratégie, parce que malheureusement, on exporte les produits excédentaires qui ne sont pas de première nécessité, et en contrepartie, on importe des produits de première nécessité, y compris les céréales et beaucoup d'autres produits. Donc là, maintenant, il y a une réflexion profonde, parce que le contexte climatique, les risques encourus au cours de ces dernières années et les risques envisagés dans le futur imposent au gouvernement de revoir les stratégies de ces eaux bleues et ces eaux vertes. Pour vous montrer à quel point la Tunisie, le risque de l'eau est important en Tunisie, là, je vous montre que la Tunisie se trouve dans un seuil critique, hein, de potentiel de quota d'eau par habitant par an, hein, ce sont là les normes de la FAO, on est à environ 370 mètres cubes par habitant par an. Et déjà, à partir de 700 mètres cubes par habitant par an, la FAO considère que le pays est en situation critique. Donc, on a dépassé le seuil de pénurie, de stress, et on est en dessous dans une phase très délicate de la situation de l'eau en Tunisie. Et évidemment, cela se confirme à travers tous les indicateurs, hein,
Si on compare les indices de rareté de l'eau en Tunisie dans le monde, on trouve la Tunisie qui se trouve parmi les pays les plus pauvres en eau. Si on prend l'indicateur de l'indice social de rareté de l'eau, ou bien l'indice de pauvreté en eau, donc toujours la Tunisie figure parmi les pays les plus pauvres en eau. Ça, c'est important à le mentionner pour vous. Et on le mentionne toujours, on y insiste pour nos étudiants et dans la société civile, parce que malheureusement, la société tunisienne n'a pas cette conviction. La société tunisienne n'a pas cette perception que le pays est en difficulté de l'eau. Pourquoi? Parce que la Tunisie, elle a eu la chance d'avoir eu des stratégies de gestion de l'eau très efficaces. Imaginez, nous avons les 3 ou 4 années, les dernières 3 ou 4 années, c'est la sécheresse, on est très en deçà des moyennes et on continue à avoir l'eau dans le robinet. Et cette année, ce n'est que cette année qu'on a décidé, parce qu'on est descendu à moins de 22% du potentiel en eau dans les barrages, et cet été, le gouvernement a décidé d'adopter la politique de coupure d'eau temporaire pour quelques heures pendant le jour. Donc, d'une part, le tarif de l'eau est très faible, donc l'eau n'est pas très chère, et la population est habituée à trouver l'eau. Donc, dans la perception de la population, l'eau, quelque chose de disponible. Il n'y a pas un problème d'eau. Moi, il m'est arrivé, une fois, j'étais en Jordanie, je donnais une conférence, et j'ai montré qu'en juillet 2013, on va en parler, il y a eu une coupure pendant une semaine de l'eau dans la région du centre, du Sahel, le centre tunisien qu'on appelle le Sahel. Et il y a eu la révolte de la soif, on l'a appelé comme ça, et les gens rigolaient. Pourquoi? Ils m'ont dit, ah bon, vous avez l'eau pendant toute la semaine, et vous arrivez une fois dans le temps d'avoir une coupure pendant une semaine. Les Jordaniens m'ont dit, chez nous, l'eau est coupée toute la semaine. On a droit à l'eau pendant plus qu'un seul jour pendant la semaine, et pendant quelques heures, pour remplir le citerne. Donc c'était un peu rigolo. Donc vous voyez comment tout est relatif. Donc c'est pour cela que, comme l'a dit mon collègue Binet, il faut relativiser ces risques, hein, et les adapter au milieu, au contexte géographique. Donc la Tunisie n'est pas un pays où l'eau est abondante, mais il y a un grand effort qui a été déployé au cours des dernières décennies pour mettre en œuvre une stratégie d'exploitation et de mobilisation de l'eau. Comparé aux autres pays voisins également, la Tunisie est un pays pauvre en eau. Comparé à l'Algérie, le Maroc, donc la Tunisie est le pays le plus pauvre en eau dans l'état actuel et dans les projections. Il y a également un grand problème, c'est que cette eau est inégalement répartie entre les régions. Ici, je parle de l'eau confondue, les ressources souterraines et les ressources de surface, les eaux de surface. Donc, dans le nord, nous avons les eaux de surface, hein, les plus importantes, mais dans le sud, nous avons les eaux profondes. Ce sont des eaux fossiles, héritées des ères géologiques passées, donc ce sont des eaux non renouvelables. Ensuite, si on regarde là, la mobilisation des ressources en eau, la Tunisie est arrivée à un stade de stabilité des taux de mobilisation et maintenant on est à 95% de mobilisation des eaux de surface. C'est-à-dire, 95% c'est quoi? C'est-à-dire on est arrivé quasiment à mobiliser toute l'eau de surface possible. Et les 5% sont soit des eaux qui ne se prêtent pas, en raison de la salinité du sol, on ne peut pas construire de barrage, ou bien parce que ça s'élève très cher, ou bien parce qu'il y a des villages. Donc la Tunisie, elle frôle les 100%, hein, des possibilités de mobilisation des ressources en eau. Ça apparaît comme une réussite. Mais malheureusement, cela montre qu'on est arrivé au top de capacité de mobilisation des ressources en eau. Évidemment, vous comprenez bien que
la demande en eau va continuer en raison de l'accroissement démographique, en raison du développement des activités. Donc, la demande en eau va continuer en pente, hein, en pente ascendante. Par contre, les capacités de mobilisation sont arrivées à leur top, à leur stagnation. Sinon, elles tendent bientôt, vont tendre vers la régression parce que les eaux souterraines qui ne sont pas renouvelées, donc, vont subir donc, un manque. Bon, cette figure-là nous montre la part des ressources en eau souterraines et la part des ressources en eau de surface qui représentent l'espoir du pays, hein, l'espoir du pays si le climat serait clément avec nous. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas au cours des dernières années. Bon, je vais passer. Donc, la carence en eau, c'est un phénomène courant et ça provoque le phénomène de la sécheresse. Donc, le risque de sécheresse est un risque majeur et ce risque-là qui fait que la société, et on a des vestiges depuis l'époque romaine, depuis l'Antiquité, qui prouvent que la société de l'Afrique du Nord, les sociétés de l'Afrique du Nord ont toujours bataillé pour avoir l'eau. Et ils ont créé souvent des solutions ingénieuses pour s'adapter et pour trouver les bonnes solutions. Donc la lutte pour l'eau est une lutte constante dans nos sociétés. Pourquoi ce risque de sécheresse? Est-ce que c'est un phénomène naturel ou anthropique? Est-ce qu'il est dû au fait que la nature n'offre pas suffisamment de l'eau, ou bien c'est dû au fait que la consommation, ou bien la demande en eau, elle est toujours élevée? Je reviens sur la vulnérabilité du milieu naturel de la Tunisie, et en conséquence, ou bien l'un des faits majeurs de cette vulnérabilité, c'est la vulnérabilité des ressources en eau, et de là découle la vulnérabilité des secteurs climato-dépendants, en l'occurrence l'agriculture et le tourisme. Et cela nécessite vraiment des capacités d'adaptation. Voyons maintenant ce que nous offre la nature. Là, je prends la carte de la pluviométrie moyenne annuelle. Là, nous avons l'isoyète 800 mm. Ce n'est que là qu'on dépasse les 800 mm en moyenne par an. Là, nous avons l'isoyète 400 mm et tout le reste de la Tunisie reçoit moins de 200 mm par an, moins de 400 mm par an. Et là, nous avons l'isoyète 200 mm par an. Ce sont des isoyètes moyens, évidemment. Par contre, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans un gradient inverse que le pouvoir évaporant du climat, les capacités d'évaporation augmentent tout en allant du nord vers le sud. En conséquence, ce n'est que cette petite lanière-là qui a un bilan hydrique climatique annuel excédentaire. Tout le reste du pays a un déficit hydrique au niveau de la moyenne annuelle. Donc, plus on va vers le sud, plus les capacités d'évaporation augmentent et plus les quantités de précipitations diminuent. Donc, la situation est vraiment critique et ancre le phénomène de la sécheresse dans les différentes composantes du pays. Donc, l'apport pluviométrique est modeste. En contrepartie, nous avons un pouvoir évaporant du climat et la pluie qui fournit, comme on vient de le voir, 36 milliards de mètres cubes. L'essentiel, environ 87%, est repris par l'évaporation. Ce que j'ai montré, c'est la situation moyenne. Mais cette situation moyenne, vous savez, il y a certains qui définissent la moyenne, c'est quoi? C'est la valeur qui n'a jamais de chance de se réaliser. Parce que c'est une moyenne sur une longue période. Réellement, nous avons
certaines années où la sécheresse est exacerbée. L'isoïette 400 mm, il monte jusqu'ici, il prend presque la place de celui de 800 mm, et l'isoïette 600 mm, il monte jusque-là. C'était le cas, par exemple, en 2001-2002. C'était le cas également en 1987-88. Regardez l'isoïette 200 mm, qui d'ordinaire doit être ici. Il monte et prend la place de l'isoïette 400 mm. Donc, outre la faiblesse des ressources ordinaires, on a cette grande variabilité. Et cette grande variabilité représente un casse-tête majeur pour les gestionnaires de l'eau, parce qu'il faut mobiliser l'eau en cas d'excédent et avoir les capacités de stocker l'eau pour les années difficiles. Donc, le potentiel de précipitation est faible et la sécheresse, malheureusement, dans le contexte de changement climatique, risque de s'accentuer. Compte tenu des secteurs climato-dépendants et compte tenu également des capacités naturelles de pourvoir l'eau, donc pour le contexte de la Tunisie, on a défini ces différents types de sécheresse. Au départ, la sécheresse se déclenche comme étant un phénomène climatique, c'est-à-dire un déficit en eau, suite au manque de pluviométrie, ou bien un manque de déficit pluviométrique. Cette sécheresse se manifeste au niveau pédologique, c'est-à-dire au niveau du sol racinaire, il n'y a pas suffisamment d'humidité. Ça, c'est ce qu'on peut qualifier de sécheresse pédologique, qui impacte le côté agricole, qui provoque un cesse hydrique des cultures et évidemment qui provoque une diminution des rendements. Mais en outre, nous avons une sécheresse hydrologique. Quand on n'a pas suffisamment de pluie, il n'y a pas de l'eau qui ruisselle. Si on a une sécheresse hydrologique, il n'y a pas d'eau qui ruisselle, donc par conséquent, on n'a pas suffisamment d'eau qui arrive dans les barrages. D'où on a la sécheresse hydraulique, c'est-à-dire un manque d'eau dans les barrages. Si jamais vous consultez le site du ministère de l'Agriculture, ça s'appelle Onagri, aujourd'hui, on est à 22% du stock d'eau dans les barrages, et il y a même des barrages qui sont à sec, complètement à sec, parce qu'on vient de recevoir quelques pluies la semaine dernière. Sinon, depuis le mois de mai dernier, on n'a pas reçu de précipitations. Et s'il n'y a pas suffisamment d'eau, parce que les barrages, leur vocation, c'est quoi? C'est offrir de l'eau pour être exploité directement, mais également pour alimenter les nappes. Donc, s'il n'y a pas suffisamment d'eau, donc on passe à la sécheresse hydrogéologique, c'est-à-dire que le niveau piézométrique des nappes, il baisse. Donc, vous voyez comment la sécheresse est un phénomène complexe qui agit en cascade pour aboutir enfin à la sécheresse socio-économique, c'est-à-dire qui impacte les différentes composantes de la société et de l'économie. Évidemment, en premier lieu, il y a l'agriculture, c'est-à-dire tous les secteurs de l'économie dépendants du climat, mais il y a toujours également le bien-être en rapport avec ça, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et même la santé. Je vous donne un exemple, là, dans un contexte de changement climatique, toujours l'agriculture est le principal secteur demandeur en eau, et cela continue à augmenter, mais avec la stratégie nouvelle de révision des stratégies d'agriculture pour faire pression, pour réduire les cultures exportatrices d'exportation et privilégier les cultures à vocation locale. Donc, on peut aller à la réduction
des eaux consommées par l'agriculture, mais en parallèle également avec l'adoption, avec l'application des techniques nouvelles et qui économisent l'eau, comme le goutte à goutte surtout. Pour l'eau potable, donc, ça part dans la totalité de la consommation, elle est minime, mais elle a tendance à augmenter constamment, de même pour l'industrie et pour le tourisme. Pour le tourisme, là, vous pouvez voir de faibles valeurs, mais il ne faut pas se flatter. Ces faibles valeurs de consommation d'eau par le tourisme, elles sont concentrées dans le temps et dans l'espace. Le maximum de besoins en eau pour le tourisme, c'est la saison estivale, et la consommation se concentre dans les zones touristiques qui sont particulièrement, essentiellement les zones littorales, qui sont déjà dépendantes en eau, c'est-à-dire qui reçoivent l'eau d'autres régions. Là, je vous montre à quel niveau le risque lié à l'eau, il a une implication sociétale. Là, nous avons l'indice de vulnérabilité à la sécheresse, selon les différentes régions. Et cet indice de vulnérabilité à la sécheresse, il prend en considération le taux de population rurale, c'est-à-dire l'indice de ruralité, le taux de branchement à l'eau potable. On voit que surtout les régions littorales avec les plus fortes concentrations humaines sont les plus élevées. Également, cet indice prend en considération l'indice du niveau de vie, hein, c'est-à-dire où la population a tendance à consommer plus d'eau. Et vous voyez bien que cette auréole littorale, avec le sud évidemment, parce que là on a plus besoin d'eau, et là nous avons la population occupée selon les secteurs d'activité, et la synthèse de ces différents indicateurs nous donne cet indice de vulnérabilité, et cela montre que l'indice de vulnérabilité, il est particulièrement important dans le centre, dans le sud plutôt, dans les régions intérieures, et paradoxalement, cet indice de vulnérabilité, il est particulièrement élevé dans le gouvernorat de Gendouba, où on a le plus grand barrage de la Tunisie, qui stocke les eaux de la Medjedda, qui a une capacité d'1 milliard de mètres cubes, et c'est la zone qui fournit l'eau, hein, vers les différentes régions, vers la péninsule du Gabon, ça qu'on appelle la péninsule du Gabon, vers la région du Sahel et jusqu'à la région de Sfax. Donc, paradoxalement, c'est dans cette région, parce que c'est une région montagneuse, et les stratégies de l'État auparavant négligeaient ces zones d'ombre et privilégiaient les zones littorales, que ce soit la capitale ou bien les zones avec une dynamique économique particulière. Donc, là, je pense qu'on arrive au même résultat. Et ce qui est important à noter, donc, cette discordance entre les régions pourvoyeuses d'eau et les régions nécessiteuses d'eau. Là, on a d'autres indicateurs, l'usage touristique, l'usage collectif, l'usage industriel, l'usage domestique, qui sont essentiellement concentrés dans les régions littorales. Le phénomène de sécheresse, parfois, atteint des normes qui ne sont pas tolérées par les populations. Ça, c'est arrivé au mois de juillet 2013. Au mois de juillet 2013, il y a eu une vague de chaleur intense qui a provoqué des coupures d'électricité, et surtout des coupures d'électricité pour les stations de pompage qui pompent l'eau vers les régions nécessiteuses, notamment du centre et jusqu'à Sfax. Donc, cette coupure d'électricité et le manque d'eau a duré environ une semaine, ce qui a provoqué ce qu'on a appelé des protestations, ou bien on l'a qualifié, la presse l'a qualifié de la révolte de la soif en Tunisie. Ça s'est passé en juillet 2013, dans une ambiance encore de liberté post-révolution, hein, où les gens manifestaient librement, et l'État n'était pas dans ses bons jours,
Donc, ça a provoqué donc des protestations, notamment par les jeunes. Peut-être qu'on y reviendra. Ceci dans le contexte actuel. Mais dans le contexte d'un changement climatique, pensez-vous que la situation va s'améliorer? Malheureusement, non, parce que avec le contexte, avec la tendance au changement climatique en Tunisie, comme partout dans la Méditerranée est qualifiée de hotspot des changements climatiques, on a deux tendances inverses, une tendance au réchauffement du climat et une tendance à la régression des quantités de précipitations. Même à Montpellier, je pense que vous êtes en train de le sentir. Et là, il faut avoir en tête que même si les quantités de précipitations restent stables, ne changent pas, rien qu'avec la tendance au réchauffement, on va voir des quantités d'évaporation encore plus importantes, ce qui va faire que le déficit hydrique va être plus intense. Donc, mais si on ajoute avec ça la tendance à la régression des précipitations, donc la situation va devenir encore plus grave. Malheureusement, ce qu'on est en train d'observer, on est en train d'observer une tendance à la migration des limites des principaux étages bioclimatiques. En l'occurrence, nous avons l'étage semi-aride, l'étage aride inférieur, et même les tâches sahéliennes qui ont tendance à monter vers le nord. Donc, il y a une réelle métamorphose du milieu bioclimatique. Les indicateurs, selon les plateformes du GIEC ou bien de l'Institut national de la météorologie, montrent cette tendance à la régression de la période de croissance végétative à l'horizon de 2100. Et non seulement ça, mais on a également une tendance à la diminution du rendement des principales cultures, notamment les céréales. Nous avons également une tendance à la diminution du rendement de l'huile d'olive dans notre pays. La Tunisie, je vous rappelle pourquoi c'est fondamental, parce que la Tunisie est le troisième exportateur d'huile d'olive dans le monde. Il n'est pas le premier producteur, mais le troisième exportateur. Et parfois, il y a certaines années où il devient le premier exportateur. L'exemple que je viens de vous montrer tout à l'heure, concernant la révolte de la soif, à l'origine, c'était quoi? C'était un surcroît thermique, c'est-à-dire un surchauffement exceptionnel, qui a provoqué, avec évidemment, on était au mois de juillet 2013, combiné à une absence de pluie, donc à une sécheresse encore plus aiguë. L'augmentation des besoins en électricité a provoqué la défaillance de certains équipements. C'était en 2013 où la Libye à côté n'était pas stable, les relations avec l'Algérie n'étaient pas très bonnes. Donc la Tunisie n'a pas réussi à avoir un approvisionnement particulier, bien occasionnel comme d'habitude. Cela a provoqué la coupure d'électricité, l'augmentation des besoins, puisqu'il fait chaud, donc que ce soit pour l'agriculture ou bien pour les humains, les besoins en eau ont augmenté. Avec les stations de pompage qui sont tombées en panne, avec les barrages et les plans d'eau qui sont à sec. Donc, il y a eu un déséquilibre flagrant entre l'offre et la demande en eau. Cela a provoqué donc la coupure de l'eau pendant plus d'une semaine, avec la dégradation de la qualité de l'eau, qui a provoqué des risques sanitaires pour les populations, la défaillance de certaines activités économiques, et cela s'est manifesté, donc a abouti à des protestations sociales, une crise sociale, et évidemment, cela a montré encore plus la nécessité de modes de gestion de l'eau encore plus appropriés. Dans l'avenir, la projection des ressources en eau, donc si on regarde cette carte-là, les régions les plus pluvieuses vont subir une diminution des quantités de précipitations, bien que personnellement,
je ne crois pas beaucoup aux modèles qui font la modélisation des quantités de précipitations. Pourquoi? Parce que pour les précipitations, ce ne sont pas les volumes annuels qui sont importants, mais c'est surtout leur variabilité et leur répartition dans le temps. On va voir tout à l'heure quelques exemples où on peut avoir l'équivalent, ou presque l'équivalent du potentiel des précipitations annuelles en quelques heures, sinon en quelques jours. Donc, cela peut donner de très bonnes statistiques moyennes annuelles, c'est-à-dire que la pluviométrie elle est bonne. Mais dans le contexte du changement climatique, on a la tendance à l'augmentation des phénomènes extrêmes, c'est-à-dire on peut avoir 300 mm en une journée, ce qui a été le cas. Hein. Donc, autant on parle en Tunisie des excès de sécheresse, on parle également de temps en temps des excès de pluviométrie. On va voir un exemple de pluviométrie paroxysmique. C'était le cas, par exemple, en septembre 2018. Et dans plusieurs pays autour de la Méditerranée, c'était une année exceptionnelle. Donc, on a eu des pluies torrentielles concentrées dans le temps et dans l'espace. En l'occurrence, voilà, dans cette région, on l'appelle la péninsule du Gabon, c'est l'extrême nord-est du Gabon, c'est la zone la plus en face de l'Italie. Cette partie-là, dans cette partie-là, on a eu un orage médical qui a provoqué des précipitations qui ont frôlé même les 300 mm. Dans quelques heures, hein, dans quelques heures. Évidemment, les dégâts étaient importants. Et le même jour, hein, la même période aussi, c'était des précipitations exceptionnelles dans plusieurs parties de la Méditerranée. L'année d'avant, 2017, c'était des pluies exceptionnelles dans le sud de la Tunisie, même en plein Sahara. Dans la région de Tataouine, on a eu des pluies exceptionnelles qui ont cumulé presque l'équivalent de total annuel. Bon, ça, on va passer des statistiques, mais je vais rapidement vous montrer les dégâts. Et vous savez bien que ces risques-là affectent essentiellement les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les classes sociales les moins fournies, les moins adaptées et qui vivent dans des situations caduques. Donc là, c'est des exemples de la ville de Nabeul et de Hammamet, hein, où on a les gens ont tout perdu, hein, et les dégâts étaient énormes. Là, on peut voir les exemples des inondations. Mais là, dans les écoles, les jeunes se sont mobilisés pour assainir leur établissement, hein, un peu partout. Heureusement qu'il y a parfois ces catastrophes, hein, qui permettent de sensibiliser la jeunesse. Mais la jeunesse était tellement assoiffée que parfois, donc, il se régale qu'il y a autant de pluie, autant de précipitations. Donc, ça tourne vers la fête. Là, on a des exemples de l'île de Djerba, où les précipitations moyennes ne dépassent pas les 200 mm, mais ça arrive qu'on ait les 200 mm en une seule journée. Bon, je vais rapidement passer parce qu'on a beaucoup parlé de l'eau. Donc, la tendance est à la réduction, à la régression des ressources en eau. Donc, ça, tous ces indicateurs parlent de ça. Je vais passer maintenant au risque lié à la température. Il commence à faire chaud dans la salle. Donc, c'est pour cela que j'ai attendu cette deuxième phase. Donc, pour les risques liés à la température, on a aussi les deux risques. On a les risques liés aux fortes chaleurs, mais également, on a les risques liés au froid. Et dans le contexte de changement climatique, tous les indicateurs attestent d'une tendance à l'augmentation des précipitations, des températures. Moi, personnellement, à un moment donné, j'étais climato-sceptique, mais à partir du moment où j'ai travaillé sur les températures quotidiennes, et même j'ai travaillé sur des valeurs horaires, malheureusement, je suis tombé sur des résultats qui confirment qu'on est la chaleur tendance à prendre vers l'augmentation, vers le réchauffement. C'est pour cela également qu'il faut concevoir des systèmes d'alerte précoce
pour avertir les populations, pour prendre les dispositions. Mais ces systèmes d'alerte précoce nécessitent une chose importante, fondamentale, c'est la définition de la chaleur. Il faut définir également le seuil de tolérance de la chaleur en fonction des types de climat. Moi, si je vous pose la question, à partir de quelle température vous jugez qu'il fait chaud? Moi, je suis certain qu'on aura autant de réponses que d'étudiants. Qui est-ce qui peut nous donner une idée? À partir de quelle température vous commencez à sentir qu'il fait chaud? 28. Hein? 28. 28. Hein? Moi, il m'est arrivé une fois, j'étais en Tunisie, j'assistais à un séminaire où il y avait des responsables de l'INVS de France. Et ils voulaient donner de l'expertise aux responsables de l'Observatoire national de la santé pour transposer le modèle d'alerte précoce à la chaleur français à la Tunisie. J'étais obligé de réagir dès que le responsable a dit que le système d'alerte précoce en France commence à donner l'alerte à partir de 35 degrés. Et comme je suis originaire d'une petite ville littorale, j'ai réagi, j'ai dit, chez nous, quand il fait 35 degrés, on n'a même pas la peine d'aller à la plage. On reste chez nous, il ne fait pas très chaud. Et que dire, vous commencez à mourir. On ne commence pas à mourir à 35 degrés. Donc, c'est en été, ce n'est pas la même norme. Et à partir de cela, j'ai commencé à travailler, à fouiller sur la question. Sur la question, j'ai senti ce grand problème. En faisant une enquête, j'ai trouvé autant de réponses chez mes étudiants que le blanc, hein, et j'ai trouvé que vraiment la question elle est complexe, mais surtout, il ne faut pas transposer un modèle donné, d'un climat donné, pour l'imposer à notre climat. Au départ, j'ai commencé à concevoir un modèle d'approche relative, c'est-à-dire on définit un jour chaud par rapport aux températures moyennes de la localité. Mais là, il y a une chose très importante. Pour définir un jour chaud, je dis un jour chaud, il faut prendre en considération à la fois les températures maximales du jour, mais également les températures minimales nocturnes. Vous savez bien que dans la zone méditerranéenne, même la nuit, c'est une prolongation du jour. On continue à faire les fêtes, les festivals, etc., etc. Donc, on ne peut pas se contenter de la température maximale du jour. Parce que la nuit, elle compte beaucoup aussi. La nuit aussi, elle est considérée, elle est qualifiée comme étant la période de répit nocturne, c'est-à-dire que les personnes vulnérables qui peinent pendant le jour en raison de la chaleur, attendent la nuit pour se régaler, pour respirer, pour se reposer. Si la nuit, si le repos nocturne est gâché, donc ils vont succomber. C'est pour cela que, à mon sens, il faut prendre les deux indicateurs à la fois, la température maximale du jour et la température minimale la nuit. Donc j'ai commencé à travailler selon une approche de quantile, partant de la moyenne jusqu'au troisième quantile, etc., etc. Ça m'a donné, par exemple, là, dans la ville de la station de Tunis, on peut parler d'un jour chaud, à partir du moment où on a 34 degrés le jour et 22 degrés la nuit. Il fait très chaud à partir de 36,7 et 23,6 pendant la nuit, et fait une chaleur torride à partir de 38,4 et 24,5. Toutefois, par la suite, je me suis rendu compte que si on va faire cette approche pour chaque station de la Tunisie, je vous rappelle que la Tunisie est une mosaïque. Hein? L'environnement il est totalement différent entre le nord, le centre et le sud. Donc si on va appliquer cette approche pour les différentes stations entre le nord, le centre et le sud, on va arriver à un résultat discriminatif. C'est-à-dire que on peut trouver qu'il fait chaud à Tunis, par exemple, à partir de 34 degrés, mais si on applique cette loi à Kérouan,
on ne va pas trouver 34 degrés, on va trouver au moins 38 ou bien 39. Si on va à 13 heures, on va trouver au moins 42. Donc, la comparaison entre les stations ne va pas être objective. Cela m'a conduit à chercher des indicateurs, ou bien des références standards pour l'ensemble de la Tunisie, parce que l'être humain, il est le même. Il est toujours tunisien, c'est toujours un être humain. Il a les mêmes capacités de résistance à la chaleur, qu'il soit dans le nord, bien dans le centre, bien dans le sud. Et même, j'ai pensé à quelqu'un qui peut faire la tournée en une seule journée dans la Tunisie. Donc, on ne doit pas le tromper. Ici, il ne fait pas chaud parce qu'il fait tard, et là, il fait chaud parce qu'il fait temps. Donc, j'ai proposé une autre approche fondée sur un indicateur physiologique. Le 33 degrés, c'est la température ordinaire de la peau, à partir de laquelle la température commence à transpirer pour lutter contre la chaleur. Et le seuil de 20 degrés, il est reconnu dans la communauté climatologique comme étant la limite de ce qu'on qualifie une nuit tropicale. Donc, cette matrice nous a permis donc de distinguer 3 catégories de chaleur. Il y a les jours de forte chaleur, ou bien de très forte chaleur, ou bien chaleur torride. C'est-à-dire, la chaleur torride commence à partir de 33 degrés pendant la nuit et à partir de 45 degrés pendant le jour. En appliquant cette catégorisation, j'ai également défini une vague de chaleur comme étant une période successive des jours consécutifs où on ne tombe pas sur les valeurs mentionnées là. Donc il faut 7 jours consécutifs avec des températures qui restent supérieures à 20 degrés pendant la nuit et 33 degrés pendant le jour. Et j'ai essayé de définir les vagues de chaleur. J'ai trouvé, parfois on a des vagues de chaleur qui atteignent 16 jours, parfois 30 jours consécutifs. Et ce qui est important de voir ici, c'est la tendance à l'augmentation des vagues de chaleur en termes, parce que la taille des cercles montre la durée de la vague, et là, nous avons l'intensité de la vague de chaleur. Donc, les vagues de chaleur ont tendance à augmenter en termes de fréquence et d'intensité. Malheureusement, c'est un autre indicateur donc, de ce réchauffement. Et ça, c'est le cas pour toutes les stations de la Tunisie, excepté la station de Kiribia, qui manifeste une fréquence la plus faible en Tunisie. Et j'ai la chance d'y appartenir. En transposant donc ces résultats sur une carte, on a trouvé la fréquence des jours chauds qui augmente tout en allant vers le sud, avec un noyau dans le centre, c'est dans la ville de Kérouan, dans la zone de Kérouan, qui est un bassin. Et là, dans ces petits cartons, nous avons les mois pendant lesquels on observe les vagues de chaleur, les jours chauds. Et comme vous pouvez le voir, la saison à risque, elle a tendance à s'élargir, à augmenter tout en allant vers le sud. Et elle a tendance également à se réduire tout en allant vers le littoral. Et un peu partout, la saison à risque de forte chaleur ne se limite pas aux 3 saisons de l'été astronomique. Ça dépasse. La chaleur, les jours chauds peuvent commencer même au mois d'avril et se prolonger jusqu'au mois d'octobre ou novembre. Donc, si c'est la chaleur, mais on a également le froid. Ça nous arrive également d'affronter le froid, avec des paroxysmes parfois exceptionnels. Et j'ai également proposé une matrice pour la définition des jours de froid, qui prend en considération toujours les jours chauds et les jours froids. Et c'est une matrice adaptée au contexte de la Tunisie. L'application de cette matrice nous montre que dans les stations littorales, la fréquence des jours froids est limitée. Dans les stations de plaine intérieure, donc elle est modérément limitée, et également dans le Sahara. Mais là où on a les stations de montagne, comme Tala ou bien le Kef, la fréquence elle est importante. En l'appliquant sur la carte aussi, donc on a les zones montagneuses, donc elles ont la fréquence, le risque de jour froid le plus élevé, et le risque de froid tend à se réduire en allant vers
les zones littorales où ça devient inférieur à 10 jours. La fréquence également de la saison froide, dans les stations de montagne, elle déborde sur les 3 mois de l'hiver, mais là, dans les stations littorales, elle reste beaucoup plus faible, beaucoup limitée. En appliquant cette même matrice également, on a trouvé une tendance à la diminution des jours froids. La fréquence des jours froids, elle a tendance à diminuer. Et ça va aussi dans le sens du réchauffement climatique, qu'on a également prouvé par un autre indicateur, c'est les chaleurs hors saison. C'est-à-dire les chaleurs qu'on affronte en dehors de l'été, c'est-à-dire au cours des mois, par exemple, là, la saison chaude à Tunis-Carthage, ça commence au mois de mai, et ça s'achève au mois d'octobre. À Tozeur, ça commence dès le mois, parfois même le mois de mars, et ça continue jusqu'au mois d'avril. Et ces vagues de chaleur hors saison estivale sont particulièrement importantes parce qu'elles ont également l'effet surprise sur la population et impactent les activités, que ce soit agricoles ou touristiques ou autres. Donc, là aussi, on a une tendance à l'augmentation des vagues de chaleur hors saison et leur fréquence, comme par exemple à Jadouba, ça commence à mai jusqu'à octobre, à Monastir, ça commence du mois de mars jusqu'à octobre, etc. Donc, là aussi, il faut revoir, à mon sens, la perception de la saison chaude, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter, se cantonner à la perception purement astronomique des saisons climatiques. Il faut maintenant repenser la perception et la définition des saisons pour adopter une définition plutôt climatique. Là, j'essaie de croiser les deux tendances de l'allongement de la saison chaude et en contrepartie, nous avons une régression de la durée de la saison froide et on trouve que la saison chaude, qu'on peut qualifier toujours de l'été, l'été climatique, a tendance à s'allonger au détriment des deux saisons intermédiaires. Et ce sont bien sûr des aspects sur lesquels vous pourrez travailler, j'espère, un jour dans vos masters, dans vos projets de master. Il y a une autre approche également pour aborder la question des risques climatiques. Ce que je viens de montrer, c'est la perception des risques climatiques à partir des pures valeurs, les valeurs mesurées. Mais là, on a essayé de définir ce qu'on appelle les ambiances biothermiques. Et c'est une définition qui prend en considération non seulement les températures, mais également les autres facteurs d'ambiance, à savoir l'humidité de l'air et la vitesse du vent. Vous savez bien que la température ressentie, elle augmente quand l'air est humide et elle diminue relativement quand il y a une petite brise. Donc cela nous montre qu'à l'échelle de l'année, en Tunisie, nous avons là la zone montagneuse, les ambiances inconfortables sont essentiellement liées au froid. Ici, à Gassa, c'est mitigé, c'est presque à égalité. Par contre, dans le sud et dans les zones littorales, c'est essentiellement lié à la chaleur. La chaleur, c'est-à-dire pas forcément des températures très élevées, mais des températures combinées à des taux d'humidité élevés, c'est-à-dire la chaleur humide. Tout compte fait, la chaleur tue en Tunisie, comme partout dans le monde, évidemment. C'est-à-dire qu'elle provoque une surmortalité. Là, nous avons le modèle classique, moyen, à l'échelle de l'année. Nous avons, là, c'est des graphiques qui sont en fait à partir des données quotidiennes de température et de mortalité. Et on a toujours un pic de mortalité en hiver et on a un pic secondaire qui apparaît en juillet et août. Et cela, on l'observe dans toutes les stations de la Tunisie. Mais pour mettre en évidence l'effet de la chaleur sur la mortalité, je me suis référé à des situations particulières, comme l'été 2003 par exemple. Là, on peut voir la concordance entre les deux courbes de la température et des décès. Et
cette corrélation, elle est toujours apparente, sauf toujours en fin de saison, parce qu'on a ce qu'on appelle, Jean-Pierre Besancenot l'appelle, l'effet moisson, c'est-à-dire que les personnes les plus vulnérables sont déjà parties. Donc c'est pour cela que toujours en fin de saison, la concordance se trouve un peu lissée. Toujours donc, la corrélation donc, entre la chaleur et la mortalité, mais le climat peut impacter également d'autres aspects, peut provoquer d'autres risques. Outre les risques de qualité de vie, il y a également les risques sanitaires, particulièrement sur les maladies nouvelles et réémergentes qui apparaissent. Et là, dans le cadre d'un travail avec l'Observatoire national de la santé, on a travaillé sur les changements climatiques et ces maladies réémergentes. Et on a travaillé sur une maladie particulière qui s'appelle la leishmaniose cutanée zoonotique. C'est un virus porté par les rongeurs, par les grandes souris, et ces souris-là portent un sang contaminé, et il y a une moustique qu'on appelle phlébotor qui vient prendre un repas sanguin et qui va piquer les humains. Et ça laisse des traces comme ça, parce que la maladie ne peut apparaître qu'après 2 semaines de l'incident, et il y a tout un cycle. Et ce qui a été observé, on a mis en évidence que ces maladies sont en rapport avec les changements climatiques, avec le climat, parce que les phlébotores commencent à s'épanouir, notamment pendant la nuit. Pourquoi? Parce que dans les régions semi-arides, les gens pratiquent l'irrigation pendant la nuit. Donc, il leur faut la chaleur et l'humidité. Et les plus vulnérables à ce genre de maladies sont surtout les filles et les femmes, parce que dans ces régions rurales, ce genre, on fait employer surtout les femmes, parce qu'elles sont payées moins cher et produisent plus, malheureusement. Bon, je vais passer. Il y a également des risques socio-économiques qui sont attribués aux risques climatiques et qui ont un coût social au niveau de la stabilité sociale, au niveau de la question du genre. Donc, rapidement, je vais passer à ces coûts sociaux. Les aspects des risques climatiques provoquent des crises multiples et peuvent avoir un effet domino vers des crises sociales, vers des crises économiques, politiques. Par exemple, il y a ces dernières années, l'année dernière, on a découvert des réseaux de spéculation des produits agricoles, des produits alimentaires, pour provoquer un soulèvement dans le pays, pour changer le régime, carrément. Et maintenant, elles sont devant la loi. Là, je veux corriger un peu votre impression. Moi, j'ai beaucoup parlé des risques. Je vous ai donné peut-être une image dramatique sur le climat de la Tunisie, mais réellement, la Tunisie a un climat parmi les plus cléments de la Méditerranée. Là, nous avons la fréquence des jours de l'année, c'est-à-dire les 365 jours que représentent les 100%. Et là, nous avons les risques, les jours à risque. Là, nous avons les jours à risque de froid. Et de ce côté-là, nous avons les jours à risque de chaleur. Et vous pouvez facilement voir que le confort, les jours confortables, ce sont eux qui dominent. Donc, les jours à risque de froid ou bien de chaleur restent toujours les plus faibles, et c'est plutôt le froid qui domine, aussi bien dans les régions littorales que dans les régions centrales ou bien dans le sud-saharien. Donc ça, il faut avoir cette idée-là, et s'il vous plaît, ne retenez pas ce que j'ai dit pour les risques qui sont un peu peut-être dramatisés parfois. Je vais passer rapidement, parce que je pense qu'on a pu dire, tout ce dont j'ai évoqué pour les risques liés à la température vont certainement s'aggraver avec la tendance au réchauffement. Tous les modèles, même les plus optimistes, attestent de cette tendance à l'augmentation des températures moyennes annuelles ou bien saisonnières ou autres. Et cela, évidemment,
fait que ça nous donne la carte. Il y a les régions littorales qui sont les moins exposées au réchauffement, et cela, évidemment, fait beaucoup de pression pour les aménageurs du pays et pour les décideurs pour avoir l'avenir. Et évidemment, nous avons des cas paroxysmiques. Par exemple, l'été 2022, voilà la température de la mer. C'est un risque partagé pour toute la région méditerranéenne. Et rien que pour le mois de juillet dernier, nous avons eu des records. On a actualisé le record. Malheureusement, les noms de session, donc ça reste en arabe, peu importe. Mais les records sont devenus à Gabès 49 degrés, à Tabarka 47 degrés, Monastir 48 degrés. Ça, c'est pour le mois de juillet qui a été le mois le plus chaud de l'historique de la météo. Donc, nous avons partout des valeurs qui dépassent les 40 degrés. Évidemment, ça a touché également les températures nocturnes, minimales nocturnes. Ça a presque partout. Ça a dépassé les 30 degrés, sauf dans les stations littorales ou bien les stations montagneuses. Ça s'est laissé inférieur à 30 degrés. Je ne peux pas parler de la Tunisie sans évoquer les risques qui touchent le littoral. Le littoral tunisien affiche une tendance à la hausse, donc l'augmentation du niveau de la mer. Et cette augmentation du niveau de la mer, selon les différentes valeurs, on peut la retenir là, la valeur 0,70, c'est-à-dire 70 cm. C'est selon le modèle medium, ni le plus optimiste, ni le plus pessimiste. Mais ça, c'est un fait, la tendance à l'élévation du niveau de la mer et la hausse des températures de l'hiver. Tout cela, évidemment, se répercute sur la sensibilité à la sécheresse pour les différentes cultures, comme on l'a vu. Que fait l'État? Donc, l'État adopte une stratégie qui consiste à stocker l'eau, stocker les produits de première nécessité, et à se préparer. Dès qu'on a un automne sec, on commence à prendre les précautions. Ça peut se compliquer quand on a encore l'hiver sec ou bien le printemps sec. Donc, ce sont les phases, les différentes phases. Vous aurez peut-être ce document-là par la suite, vous aurez plus de détails. Pour le littoral, il y a deux risques. Il y a l'érosion marine et l'élévation du niveau de la mer. Et je m'approche de la fin. Donc là, c'est les plages de la Tunisie qui subissent les effets combinés de l'élévation et de l'érosion. Nous avons même des vestiges de l'époque romaine qui sont maintenant sous l'eau, ce qui prouve que la mer est en train d'augmenter. Certainement, il y a également la question de l'affaissement du substratum. Il y a des zones beaucoup plus vulnérables que d'autres, notamment les zones insulaires, comme les îles de Kertera ou bien le golfe Hamamet. Parmi les risques aussi, rapidement je vais passer pour ne pas vous vendre beaucoup plus, il y a le risque de vent fort. La Tunisie, par sa position donc, au nord, à l'extrême nord de l'Afrique, donc il y a le problème des vents forts. Et ces problèmes de vents forts, parfois, sont combinés également à des vents de sable, notamment dans le sud tunisien, qui compliquent la vie économique et des différentes activités. Mais il y a également un autre risque qui a tendance à réapparaître depuis 2004. La première fois qu'on a vu ça, c'est le risque des tornades. Auparavant, on n'a jamais parlé de tornades en Tunisie, mais depuis 2004, on commence de plus en plus à en parler, à observer des tornades. Et là, c'est une photo d'amateurs. Donc, une tornade qui a pris naissance apparemment dans le centre, dans le Kérouané, et qui est passée par plusieurs villes là, et a provoqué environ 17 morts. Personnellement, j'ai jamais vu de tornade, mais c'est passé du côté de chez moi, donc j'ai vu ça dans mon entourage. Et j'ai jamais pensé qu'une tornade puisse faire autant de dégâts. Pour conclure maintenant, on arrive à la fin. Donc, il y a un défi constant de gestion des risques naturels, qui sont en constante augmentation. Le nombre des aléas des catastrophes naturelles, que ce soit les sécheresses, les inondations, les tempêtes de vent, etc., sont en train de s'amplifier. Et les phénomènes climatiques extrêmes touchent les différents secteurs, notamment les secteurs climato-dépendants, comme l'agriculture,
la sécurité alimentaire, la sécurité en eau, etc. Et cela nécessite une gouvernance rationnelle des ressources naturelles qui est capable de réduire ces risques. Évidemment, on ne peut pas anéantir ces risques-là, mais il y a maintenant une tendance, il y a un standard international qui s'appelle la réduction des risques de catastrophe, le RSC, et la Tunisie a ratifié la convention internationale, donc elle a adhéré à cette initiative. Évidemment, pour réduire ces risques, il y a les stratégies étatiques. Actuellement, la Tunisie, le ministère de l'Environnement, est en train de développer, ça vient d'être finalisé la semaine dernière, une stratégie qu'on appelle de transition écologique. Il y a beaucoup de stratégies, et cette stratégie de transition écologique, elle a tendance donc à regrouper les différentes stratégies. Mais à côté de tout cela, il y a les stratégies paysannes. Ils ont leur propre stratégie pour s'adapter avec des méthodes ancestrales qui ont prouvé leur efficacité depuis l'Antiquité. Et n'oublions pas également la recherche scientifique qui vient appuyer ces différentes stratégies. La Tunisie également a adhéré aux différentes conventions internationales, notamment les accords de Paris pour produire régulièrement sa contribution déterminée au niveau national. Cela veut dire que la Tunisie est parmi les pays qui sont appelés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu rigolo parfois, parce que la Tunisie est un pays qui produit 0,07% des émissions de gaz à l'échelle internationale. Donc même si ça descend à 0,05, ça ne va pas changer beaucoup le climat mondial. Et la Tunisie figure parmi les pays victimes de cette conjoncture de réchauffement climatique, de cette atmosphère polluée. Et moi, j'ai beaucoup apprécié une statuette qui a été installée à l'entrée du sommet de Copenhague en 2009. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre un maigre jeune qui porte sur ses épaules quelqu'un costaud qui représente les pays riches et ça qui représente les pays pauvres. Hein? Évidemment, cela c'est une représentation caricaturale de la réalité, c'est-à-dire que les pays les plus riches sont les pays les plus grands pollueurs. L'Amérique du Nord, son taux d'émission, sa contribution dans les émissions de gaz à effet de serre, justement, c'est environ 27%, par exemple. Et ils font pression sur les pays les plus pauvres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et quand ces pays-là réclament leurs droits sur le principe du pollueur-payeur, vous savez bien que la communauté internationale, les pays les plus riches, s'opposent à ce principe-là. Quand ils veulent continuer à polluer l'atmosphère, ils ont leurs moyens de résilience et d'adaptation et ils s'en foutent des pays les moins fournis. J'espère que je n'ai pas été trop long, donc je m'arrête là. Si vous avez